Bonjour à tous et toutes. Très rapidement, je voulais d'abord vous remercier pour l'invitation. Remercier donc le député, votre estimable député Antoine Léaumont pour l'invitation. Je n'avais pas pu participer à la première édition de l'année dernière et donc c'est avec plaisir que je participe à celle-ci. Et puis vous dire que vous êtes quand même dans cette circonscription, dans ce département, des précurseurs, parce que c'est effectivement à l'initiative d'Antoine que cette tradition, on a réinventé cette tradition avec d'autres collègues de la France Insoumise. On est plusieurs cette année à pouvoir organiser ces événements. Donc pas aujourd'hui, parce qu'il faut toujours que vous soyez un peu des originaux et ici. oui. Hein. Vous commencez l'année dernière et maintenant vous le faites un jour avant. Et voilà. Mais bon, ça a inspiré beaucoup d'entre nous et nous allons organiser également des initiatives de ce type. On sera peut-être pas aussi bien organisés et nombreux et nombreuses que vous aujourd'hui, mais effectivement c'est une initiative moi que je trouve très belle, très chouette dans sa forme et dans son contenu. Les mots gravés au fronton des mairies, nos devises et nos principes, ce ne sont pas juste des jolis mots vides de sens. Il faut les faire vivre, il faut leur donner du sens et du corps, et y compris des formes qui permettent que chacun et chacune s'y retrouve et y apporte aussi des souvenirs. Et je pense que beaucoup des plus jeunes ici peut-être se rappelleront d'avoir fait leur première fête de la République aujourd'hui, et que ça évoquera justement ce sentiment de joie, de partage et de bonheur. Et donc ça, je crois que c'est infiniment précieux. Et donc, merci beaucoup d'avoir lancé et relancé cette tradition de fêter la République le 20 ou le 21 septembre. Et de m'avoir invité pour partager ce moment avec vous. Donc, belle fête à vous. Je ne pourrai pas rester jusqu'au bout, mais l'esprit y est. Et en tout cas, vous êtes les bienvenus si jamais demain vous passez par Paris, parce que j'inviterai votre député qui va passer de l'autre côté du périph' et viendra dans ma circonscription avec cette belle initiative. On va faire une déambulation, donc vous êtes bien évidemment tous et toutes également invités, et j'espère à l'année prochaine. Merci Daniel. Merci à toutes et à tous de participer à cette fête de la République. Et vous êtes franchement courageux, parce que cette fête a failli ne pas avoir lieu. J'en dirai quelques mots également. Mais d'abord, je veux dire pourquoi on fait une fête de la République aujourd'hui, ce 20 septembre, et pourquoi c'est une date qui a du sens dans notre histoire nationale et dans notre histoire politique aussi, à nous, histoire d'insoumis. Le 20 septembre 1792, c'est la bataille de Valmy. Donc la bataille de Valmy, c'est le moment où le peuple français en armes bat les monarchies coalisées contre la Révolution française. Ça n'est pas un petit moment historique que la bataille de Valmy, parce que ce jour-là, Goethe, qui est un poète allemand, qui, avant de cette bataille, dira « De ce jour et de ce lieu date une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité ». Pourquoi ? Parce que c'est le peuple français, chargeant au cri de « Vive la nation », qui a emporté la victoire sur les monarchies. Qu'est-ce que la nation ? C'est le peuple qui se constitue comme peuple souverain, maître de son destin. Ça n'est pas la nation au sens où vont l'entendre des gens comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour, au sens de quelque chose qui serait les liens du sang ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas ça. La nation, c'est le peuple qui se constitue comme peuple souverain, qui devient maître de ses décisions politiques. Et précisément, le lendemain, le 21 septembre, la nouvelle étant connue à Paris, eh bien, la République est proclamée. Alors, pour être très exact, il faut dire que la monarchie est abolie et qu'on n'a pas vraiment pensé à proclamer la République, mais que le lendemain, ils s'en sont rendus compte et qu'ils ont dit qu'ils dateraient tout désormais de l'an 1 de la République, donc que d'une certaine manière, la République était proclamée. Cette République, elle ne naît pas de n'importe quoi. Elle naît d'une suite d'événements révolutionnaires. Il y a bien sûr le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Il y a un certain nombre d'événements sur lesquels je passe pour aller un peu vite. Il y a aussi la manière dont se comporte le pouvoir monarchique, puisque Louis XVI, qui était le roi à l'époque, est quand même quelqu'un qui a trahi la patrie, qui a essayé de partir dans un pays étranger pour revenir à la tête d'une armée, pour faire la guerre à son propre peuple, pour établir la monarchie absolue. Donc ce mec-là est un gros traître. Et les gens de l'époque le vivent comme ça.
Louis XVI est vécu comme un traître à la patrie, et aujourd'hui, quand certains essaient de nous dire « Oh, le pauvre Louis XVI, ce qui lui est arrivé, etc., et la pauvre Marie-Antoinette, etc. », la réalité, c'est qu'à l'époque, nous, on n'est pas d'accord avec ça, mais à l'époque, les traîtres à la patrie étaient punis de la peine de mort, de la peine capitale. On n'est pas d'accord avec la peine de mort, et y compris à l'époque, il y avait des gens qui se battaient contre la peine de mort, mais à l'époque, c'était de ça dont c'était puni. Et cette suite d'événements révolutionnaires finit par aboutir au 10 août 1792, où là, le peuple démet le roi de ses fonctions et met en place à Paris une municipalité révolutionnaire. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a une manière de présenter la République qui serait quelque chose de froid, qui peut inclure d'ailleurs un 49.3, qui peut inclure des outils extrêmement autoritaires, mais non, ça n'est pas ça la République. La République, c'est l'inverse, c'est la souveraineté du peuple qui est justement l'outil de la République. Et c'est la souveraineté du peuple qui s'étend sans cesse. D'abord s'étendant à ceux qui ne payaient pas l'impôt, puisqu'au début c'était que le droit de vote pour ceux qui payaient l'impôt. Ensuite ça devient le droit de vote pour tous les hommes. Puis ensuite ça devient le droit de vote pour les hommes et les femmes. Et ensuite on diminue petit à petit l'âge à partir duquel on peut participer au vote. Et nous proposons, nous, les insoumis, une extension de la souveraineté populaire en proposant l'extension du droit de vote pour les personnes qui ont 16 ans, de 16 à 18 ans. Voilà quelque chose qui permettrait encore d'élargir la souveraineté populaire en faisant participer davantage de monde. C'est ça l'histoire de la République française. Et je dirais aussi un peu d'autres mots sur le programme qui est contenu dans cette République française. Mais d'abord, un petit mot sur la fête. Parce que moi, vraiment, j'en ai ras-le-bol. Cette fête a failli ne pas avoir lieu encore une fois. L'année dernière, j'avais tout fait bien. J'avais proposé à Madame Rigaud, la maire de la ville, la maire Les Républicains, hein, on va parler de la République, mais vous allez voir que les Républicains ici, c'est nous, c'est pas elle. J'avais donc proposé l'année dernière de faire une fête de la République en invitant la maire et en faisant tout bien, en faisant une demande d'occupation du domaine public. Elle m'avait répondu, à Saint-Michel, nous ne faisons pas de fête politique en extérieur. Déjà, un an plus tard, eh ben c'est foutu, on fait des fêtes politiques en extérieur, Madame la maire. Mais l'année dernière, elle m'avait dit ça. Et puis, j'insistais parce que je ne suis pas... Enfin, je suis d'un naturel plutôt sympa, mais il ne faut pas trop me chercher non plus. Et donc, j'ai insisté, et au bout d'un moment, elle a fini par me dire « Mais monsieur Léaumont, nous n'avons pas la même conception de la République. » Eh bien, en effet, nous n'avons pas la même conception de la République. Alors, cette année, elle a fait mieux. Enfin, faut dire, j'ai fait mieux aussi. Enfin, on a fait mieux parce que Jean-Louis Berland m'a bien aidé à mener cette petite bataille. Mais cette année, on s'est dit, on va passer par la préfecture et on va faire une demande de manifestation, puisque la maire n'a pas le droit de s'opposer à une demande de manifestation. Donc c'est ce qu'on a fait une demande de manifestation, mais on avait demandé à faire une manifestation place de Berre, qui est l'endroit qui est le plus passant et qui est vraiment au milieu du quartier et où bon, c'est plus sympa pour les habitants de pouvoir venir. Vous voyez, l'objet d'une fête de la République, c'est quand même de proposer des activités pour les gosses, de proposer un cahier de doléances pour dire ce qui ne va pas dans le pays. C'est quand même un truc qui est plutôt sympathique et qui est plutôt utile pour les habitants du quartier. Bon, bah non, ça lui plaît pas. Et cette fois-ci, elle a inventé mieux. Alors là, ils ont carrément inventé une contre-soirée, puisqu'ils ont fait une activité du centre social qui n'était absolument pas prévue en extérieur, dont ils ont dit à la préfecture qu'il y aurait des, je sais pas quoi, des structures gonflables et je sais pas quoi. Enfin, c'était la fête de l'année. Et vous avez vu le résultat de la fête de l'année, il y avait un barnum, 4 chaises. C'est très sympa. Au final, moi, je suis content. Ça fait que les gosses, eh ben, ils ont eu 2 fêtes. Vous voyez, au final, l'année dernière, c'était pas possible d'en faire une, et ben cette année, on en aura eu 2 pour le prix d'une, et franchement, je suis très content que ce soit au final le résultat de notre activité politique. Je dis vraiment, et encore cette année, on lui a proposé à Madame Rigaud de venir à la fête de la République, elle nous a répondu que la fête ne pourrait pas se tenir, ben voilà, la fête se tient. Je dis vraiment très amicalement, les fêtes de la République continueront à avoir lieu à Saint-Michel-sur-Orge, parce qu'il y a les lois de la République et que les lois de la République permettent précisément qu'on se rassemble et qu'on fasse des événements politiques, parce que la République, ça n'est pas faire en sorte que ceux avec lesquels on n'est pas d'accord ne puissent pas s'exprimer, c'est précisément faire en sorte que toutes les expressions politiques puissent s'exprimer et que, à la fin, les citoyens, ayant été éclairés par les prises de parole de chacune et chacun, puissent prendre leurs décisions de manière souveraine en décidant qu'ils votent plutôt pour l'un ou plutôt pour l'autre et qu'ils ont fait des choix politiques en fonction de ce qu'ils estiment le mieux pour la patrie commune que nous avons. Donc oui, d'une certaine manière, avec Madame Rigaud, nous n'avons pas la même conception de la République. Nous avons une conception de la République qui est démocratique, pluraliste,
qui est une démocratie sociale, une république d'intervention populaire. Et en face, on a une version de la République qui est une version de la République, je sais pas quoi, autoritaire, ou en tout cas dans laquelle il n'est pas possible de tenir des fêtes de la République, et vous admettrez que c'est une version de la République qui est un petit peu étrange. Pourquoi faire des fêtes de la République, et pourquoi en particulier faire ces fêtes de la République dans des quartiers populaires? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous disent qu'il y aurait des territoires abandonnés de la République, que certains, dans les quartiers, auraient un problème avec la France, avec la République, etc. Nous disons l'inverse. Nous disons que précisément, c'est dans les quartiers populaires, sans doute le plus, où vivent les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Allez-y si vous voulez, les petits. Je comprends, ça va être un peu long. Donc je disais, nous avons, nous, une version de la République qui n'est pas la même que celle des gens de droite. En réalité, nous voyons que dans les quartiers populaires, précisément parce qu'il y a beaucoup de dénuement, eh bien, il y a aussi beaucoup de solidarité, beaucoup de fraternité, beaucoup d'égalité, et d'une certaine manière, il faut parfois être capable de jouer avec les règles, donc beaucoup de liberté. Je veux dire que, pour nous, la République, c'est une promesse à tenir. C'est ça, en réalité, c'est la raison pour laquelle on la défend. Et cette promesse n'est pas tenue quand la police tue un jeune homme. Je veux revenir sur ce moment politique très fort qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps de ça, c'était en juin, et on a l'impression déjà que c'est comme si on était passé à autre chose. Mais la mort de Nahel, ça a été un événement considérable. Parce que, oui, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, la police tue. Et encore une fois, on a vu comment elle tue. Et oui, dans les quartiers populaires, un certain nombre de gens ont peur de la police. Parce que la police, c'est potentiellement ou se faire arrêter, ou même, malheureusement, se faire tuer. Et depuis la mort de Nahel, nous, on a fait des auditions avec certains d'entre vous ici qui sont présents. On a beaucoup demandé aux jeunes, c'est quoi leur rapport avec la police. Et moi, quand il y a des jeunes qui me disent, à 12 ans, qu'ils ont peur de la police, je me dis que le problème, c'est pas le gosse de 12 ans. Le problème, c'est le policier qui est en face. Et c'est ça qu'on demande, nous, à corriger. On ne demande pas autre chose, on ne demande pas des choses qui sont exceptionnelles, on demande juste d'avoir une police qui entre dans un cadre républicain et qui donne aux jeunes gens l'image d'une police qui est républicaine. Je veux dire, quand des gens me disent entre 12 et 16 ans qui se sont déjà fait traiter de kebab, qu'on leur a déjà dit « ferme ta gueule, tête de chien », qu'on leur tient des propos comme ça et que parfois ils se font arrêter par la police de manière un peu gratuite et qu'ensuite, eh bien, on n'a rien finalement à leur reprocher. Moi, je considère, oui, qu'il y a un problème avec la promesse républicaine, qui est la promesse de la police républicaine. Parce que c'est quoi, normalement, la police ? C'est contenu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je sais que je saoule tout le monde avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais franchement, tout était prévu dans les textes. L'article 7 prévoit qu'il n'est pas normal de faire des refus d'obtempérer dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous traduis en langage moderne. Mais il y a aussi l'article 9 et l'article 12. L'article 9, il dit que tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Égal, on n'a pas à tuer un jeune homme pour un refus d'obtempérer. Ok, d'accord, il n'a pas respecté la loi, mais il ne doit pas mourir, parce que la peine de mort ne fait pas partie des peines, justement, qui sont associées à un refus d'obtempérer. Et puis, petit 2, l'article 12 aussi nous définit, lui, le rôle de la police. L'article 12 nous dit que les droits de l'homme et du citoyen nécessitent une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Voilà, les missions de la police sont définies. Défendre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, quand on ne respecte pas l'article 9, on est en dehors du cadre républicain de la police. Est-ce qu'on demande autre chose? Non, on ne demande pas autre chose, on demande juste à ce que soit respectée la promesse républicaine qui est faite sur la police. Et puis par ailleurs, on en a un peu ras-le-bol, parce que vous avez vu qu'encore une fois, c'était parti de la même manière, c'est-à-dire qu'encore une fois, il nous avait dit que il y avait eu un refus d'obtempérer, que Nahel avait essayé de foncer sur les policiers, que donc si quelque part on n'avait pas tiré et qu'on n'avait pas tué ce jeune homme, eh bien un policier serait mort, ou deux, ou trois, et puis les passants dans la rue, etc. On a bien vu cette fois-ci, parce qu'il y a une vidéo, que ce n'est pas ça qui s'est passé. Que Nahel a été tué à bout portant par un policier qui lui a dit « je vais tirer » en gros, et qu'il a tiré le policier. Mais qu'est-ce que ça veut dire au final tout ça ? Ça veut dire d'une part qu'il y a un problème avec le comportement de la police puisqu'ils ne sont pas capables d'assumer leurs erreurs. Quand ils font une erreur, ils ne sont pas capables de l'assumer. Ils inventent une autre histoire et j'en parlerai tout à l'heure aussi sur Eddy. Ils inventent une autre histoire. Et ils nous disent qu'ils ne veulent pas être filmés. Mais là précisément, c'est parce qu'on a la vidéo
qu'on a pu avoir la vérité sur ce qui s'est passé. Et ça aussi, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même si la vidéo n'existait pas à l'époque. Mais dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 15, la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Ben oui, on demande des comptes aux agents publics de leur administration, et en l'occurrence, on demande des comptes aux policiers quand ils dépassent le cadre d'exercice de leur pouvoir, qui est un pouvoir considérable, puisque c'est un pouvoir armé. C'est un pouvoir considérable qui est confié aux policiers. Et quand Nahel a été tué, il y a eu des révoltes. Nous avons pris le parti de ne pas condamner. Et on s'en est pris plein la tête. Mais on a dit, il y a une colère populaire qui s'exprime. Nous ne sommes pas d'accord avec les modes d'action. Enfin, personne ne va dire qu'il est d'accord pour aller cramer le rond-point à côté, ou cramer un commissariat, ou une école, ou je ne sais quoi. On n'est pas d'accord avec des actions de ce type-là, parce que ça consiste en des actions violentes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais par contre, est-ce qu'on comprend la colère? Oui, on comprend la colère. Parce qu'on en a ras-le-bol que des jeunes de quartier se fassent maltraiter par la police. Parce qu'on en a ras-le-bol que des jeunes de quartier puissent se faire tuer par la police. Donc oui, nous comprenons la colère. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord avec les modes d'action? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une réponse politique? Oui. Est-ce qu'il y a eu une réponse politique? Non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rebelote, la violence. Mais cette fois-ci, la violence d'État. C'est-à-dire que face à des actions qui certes sortent du cadre légal, qui certes on n'est pas d'accord avec elles, mais pour lesquelles, pour les arrêter, il ne suffit pas de dire appelons au calme, et ça va s'arrêter. Il faut donner une réponse politique. Il n'y a pas eu de réponse politique, et il y a même eu l'inverse, il y a eu la répression féroce du gouvernement, répression féroce qui a pris le visage abîmé de Eddy. Ce visage dont vous avez vu, Eddy qui a perdu la moitié du visage parce qu'il s'est pris un tir de LBD, parce qu'ensuite derrière, il s'est fait casser la figure par les policiers. Et c'est ça le visage de la répression, c'est celui d'Eddy. Et Eddy, qu'est-ce qu'il a dit derrière? Lui, il a tenu des propos qui étaient extrêmement républicains. Il a dit mais moi j'ai pas de haine contre la police. Je trouve que c'est pas normal le comportement de ces policiers. Mais est-ce qu'on dit autre chose, nous? Non? Est-ce qu'on a de la haine contre la police? Parfois, certaines personnes finissent par en avoir gros sur la patate quand ils se font traiter de kebab par des policiers. Ouais, ça commence au bout d'un moment à les agacer. Ou quand on leur dit « ferme ta gueule, tête de chien », ouais, ça agace un peu les gens. Mais vous savez, même les jeunes qui m'ont raconté ces histoires-là, ils m'ont dit « mais moi j'adore la formule, c'est des jeunes, ils ont des formules qui sont cash. Ils disent des policiers, il y en a des gentils, il y en a des méchants. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut qu'il n'y ait pas des méchants. Voilà. C'est pas très compliqué. On veut des policiers qui respectent le cadre républicain d'exercice de la police, pas autre chose. Donc ça veut dire pas de policiers racistes dans la police, et ceux qui sont racistes, on doit les dégager. Et ça veut dire pas de policiers violents gratuitement dans la police, et ceux qui sont des violents, on doit les dégager. Voilà. Et ensuite, eh bien, on refait de la formation, et il y a un certain nombre de choses aussi à faire, dont je vous parlerai dans un instant. Mais cette répression de l'État, elle a pris plusieurs formes. Il y a eu aussi la répression judiciaire. Pourquoi est-ce qu'un jeune homme qui vole une canette de Red Bull se prend 10 mois de prison ferme et que pendant ce temps-là, il y en a qui sont des délinquants en col blanc, alors eux, personne ne leur court après, et pourtant ils volent des milliards d'euros chaque année à notre pays. Qu'est-ce qui coûte le plus à notre pays en matière de sécurité et de cohésion nationale? Est-ce que c'est le jeune homme qui vole une canette de Red Bull au milieu du chaos indescriptible dans lequel Macron a mis le pays? Ou est-ce que c'est ceux qui mettent le pays dans le chaos, justement en fraudant chaque année 80 à 100 milliards d'euros? Eh bien moi je dis que ceux qui foutent le chaos, c'est ceux qui sont tout en haut, c'est pas ceux qui sont tout en bas. Et ceux qu'il faut punir, c'est ceux qui sont tout en haut, pas ceux qui sont tout en bas. Mais ce que révèle en fait cette situation, c'est justement ce racisme. Et je veux en dire un mot pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui commet ce type d'acte. Ça veut dire qu'il nie l'humanité de la personne qui est en face de lui. Quand on est en train de tirer sur un jeune homme à bout portant, quand on a le jeune homme en face de soi, l'arme à feu tendue sur lui, et qu'on tire quand même, ça veut dire qu'on ne considère pas un égal en face de soi. Ça veut dire qu'on ne considère pas un être humain en face de soi. Ça veut dire qu'on considère qu'il y a autre chose. On ne sait pas quoi dans la tête de la personne qui fait ça. Un danger, quelqu'un qui est moins qu'un humain. Qu'est-ce que c'est exactement qui se passe dans la tête de la personne qui fait ça? En tout cas, ça n'est pas le comportement d'un policier républicain qui considère celui qui est en face de lui à égalité avec lui-même. Donc, ça n'est pas le comportement d'un policier français au sens où on l'entend avec notre devise liberté, égalité, fraternité. Parce que là, il n'y a ni égalité, ni fraternité, et en l'occurrence, il y a la liberté d'un seul qui est celle de tirer. Et pour l'autre, celle de mourir, ce qui n'est pas une liberté. C'est ça, ce qui est à l'intérieur de la tête de la personne qui tire. C'est ça qu'il faut combattre dans notre société, précisément, si nous voulons faire peuple en commun.
Et chacun d'entre nous, parfois peut-être, peut avoir des comportements qui sont des comportements méprisants vis-à-vis de telle ou telle partie de la population, soit en raison du genre, soit en raison de l'orientation sexuelle, soit en raison de la couleur de peau, soit en raison parfois de la religion. Et d'ailleurs, on pourra avoir le débat avec certains de mes camarades, et j'en dirai quelques mots aussi sur l'abaya, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il aurait fallu faire, etc. Mais moi, j'ai une position qui est très claire, et je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Mais tout ça, c'est ce que cherchent à faire nos adversaires. Parce que nos adversaires, ils cherchent à introduire de la division systématiquement à l'intérieur du peuple français. Pourquoi ? Parce que quand on introduit de la division, eh ben, ça évite que les gens se rassemblent et qu'ils aillent justement chercher les puissants. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un peuple uni, soudé, solide, solidaire, fraternel, égaux, égal, enfin, nous les citoyens sont égaux, et qu'on aille chercher les puissants qui sont ceux qui nous font les poches. Voilà ce qu'empêche les comportements racistes, les comportements machistes, les comportements de discrimination à l'égard de tel ou tel en raison de la religion ou en raison de l'orientation sexuelle. Ça crée de la division entre nous. Et nous, ce que nous voulons éviter précisément, c'est la division. Je dis un dernier mot sur ça. Les contrôles d'identité, il y en a ras-le-bol. Parce que ça aussi, ça n'est pas la police républicaine. Parce que qu'est-ce qu'un contrôle d'identité systématique quand il s'exprime contre un jeune homme ? C'est généralement contre des jeunes hommes. Qu'est-ce que ça renvoie comme image ? L'identité, c'est précisément ce qui vient dire que vous êtes français, de manière symbolique. Mais c'est un papier qui dit que vous êtes français. Et donc, quand on vous demande sans arrêt ce papier-là, que vous renvoie le policier qui, lui, porte un drapeau tricolore sur l'épaule ? Que d'une certaine manière, la France, puisque le policier incarne d'une certaine manière la République française, vu qu'il a un drapeau tricolore sur l'épaule, que d'une certaine manière, la France vous dit que vous n'êtes pas tout à fait français, ou pas totalement français. Et ben ça, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol que des jeunes gens dans les quartiers populaires soient systématiquement contraints d'aller présenter leurs papiers à la police, que la police leur demande sans arrêt, et que d'une certaine manière, on leur dise sans arrêt qu'ils ne sont pas tout à fait français. Si, il y en a ras-le-bol. Ces jeunes gens sont tout aussi français que n'importe lequel des policiers qui leur demandent leurs papiers, et parfois même davantage, j'ose le dire, parce qu'en réalité, quand eux défendent les valeurs liberté, égalité, fraternité, ceux qui sont en face et qui demandent les papiers ne défendent pas toujours la valeur d'égalité et de fraternité. Il va donc falloir faire beaucoup de choses pour refonder cette police. Je vous dis rapidement ce qu'on veut faire. Supprimer la BAC, parce que la BAC se comporte n'importe comment. Voilà, merci monsieur, il y en a au moins un qui est d'accord avec moi. Supprimer la BAC parce que la BAC fait quoi ? La BAC fait du flagrant délit, elle va contrôler des dealers en bas des immeubles, elle va démanteler des points de deal et 2 minutes après, ça se reconstitue 2 rues plus loin. Ça sert à rien, ça fait perdre du temps à tout le monde et en plus, dans un certain nombre de cas, ils se comportent comme des cow-boys et de manière totalement irrespectueuse vis-à-vis des jeunes gens. Donc supprimer la BAC et remplacer ça par une police de proximité, mais réellement une police de proximité qui ait des relations directes avec la population et qui soit dans un respect mutuel vis-à-vis de la population. Franchement, on n'est pas d'accord. Voilà, on est tous d'accord, ça me fait plaisir. Il faut aussi renforcer les moyens de la police judiciaire pour faire des enquêtes, c'est-à-dire pour faire en sorte de démanteler les réseaux d'armes, de démanteler les réseaux de drogue, pas de s'en prendre à ceux qui sont en bas des tours et qui finalement sont le dernier maillon de la chaîne. Il faut, je l'ai dit pour les contrôles d'identité, faire des récépissés de contrôle d'identité. Et puis, il faut faire une mesure qui est quand même une mesure assez simple, assez compliquée à mettre en œuvre en réalité. Mais quand on sait que 53% de l'activité de terrain des policiers consiste à aller contrôler si les gens ont des boulettes de cannabis dans les poches, eh bien, légalisons le cannabis, ça libérera des forces de police et puis ça permettra de faire une vraie politique de santé publique sur le cannabis. Il y a une deuxième promesse non tenue dans le moment politique. J'essaye de parler un peu de ce qui est dans l'actualité politique. C'est sur l'abaya. Je sais que ça peut faire débat, y compris entre nous, entre camarades. Il peut y avoir des positions différentes, parce que certains se disent « Ah tiens, finalement, peut-être, c'est vrai, si c'est un vêtement religieux, il y a la loi de 2004 qui dit qu'on doit entrer sans signe religieux ostentatoire, mais donc peut-être que cet abaya, c'est un signe religieux ostentatoire, donc du coup, il faudrait que ça rentre dans le cadre de la loi de 2004. » Bon, il faut qu'on refasse un peu la politique grand angle sur ça et qu'on repose les bases, justement, de ce que c'est que la République. D'abord, pourquoi ils font ça ? Ils font ça pour 2 raisons. Pourquoi ils nous parlent de l'abaya ? Pour 2 raisons. La première, tout le monde a compris, c'est pour faire encore une diversion sur le sujet. Il ne va pas y avoir un prof devant chaque élève. Il y a des problèmes, notamment dans les quartiers populaires, justement pour avoir bien des profs en face de chaque élève, pour avoir des classes dans lesquelles les gosses ne soient pas entassés. Il faut savoir que dans certains collèges et lycées de la circonscription, ils font même plus les exercices incendie parce qu'ils savent qu'ils vont pas les réussir. Donc plutôt que d'avoir « on n'a pas réussi l'exercice incendie », ils le font plus. Comme ça au moins il n'y a pas de problème. Ça, c'est des problèmes concrets à régler dans nos écoles.
C'est pas les sujets qu'on essaye de nous ramener. Et vous avez vu qu'à la fin, ils nous ont dit que les abayas, ça concernait 67 jeunes femmes qui ont refusé de l'enlever le jour de la rentrée. Et ça aussi, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Donc le premier objectif, c'est la diversion. Le deuxième, et c'est en réalité le plus important, faut pas croire qu'ils font juste une diversion. C'est pas ça. Ils essayent de diviser le peuple français, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est ça qu'ils veulent faire, parce qu'ils sont désormais entrés dans la logique de l'extrême droite, et que plus vous arrivez, j'ai inventé un mot, plus vous arrivez à diviser le peuple français, plus vous protégez les puissants. Et en ce moment, il y a quand même une attaque qui est de plus en plus forte contre les puissants, parce que dans notre caddie, on voit bien qu'il y a un problème, parce qu'on paye le même prix qu'avant, et qu'il y a moins de bouffe qu'avant dans le caddie, et même pire, maintenant ils mettent moins de bouffe à l'intérieur du paquet qu'on achète pour le même prix. Vous voyez comment ils sont malins? Genre votre paquet de pâtes qui faisait 1 kg et qui coûtait 2 euros, bah déjà il a pris 1 ou 2 euros parfois, et puis en plus maintenant il fait plus que 750 grammes, tu vois. Comme ça ils sont malins, ils font ça avec les pots de yaourt, ils vous diminuent la quantité dans les pots de yaourt. Bref, on se fait faire les poches par les riches sans arrêt, et donc pour que les riches puissent continuer à nous faire les poches, il y a bien besoin qu'on regarde le voisin d'à côté pour savoir s'il avait une abaya, ou pour savoir s'il avait un camis, ou pour savoir si par hasard il n'a pas touché 1 euro d'allocation que moi je ne l'ai pas touché derrière, pendant que Bernard Arnault, lui, alors là c'est royal, il a touché 2,8 milliards d'euros cette année, il peut se permettre de donner 10 millions d'euros au Resto du Cœur, ça lui coûte le prix d'un café pour nous. Et tout se passe bien. Mais c'est pour ça qu'ils essayent de nous diviser, et c'est pour ça qu'ils ont utilisé, encore une fois, l'abaya pour le faire. C'est un dévoiement de la laïcité. Je vais vous dire pourquoi, y compris, je ne sais pas quel est l'avis des gens ici, mais je sais que certains nous regarderont sur les réseaux sociaux et n'ont peut-être pas mon avis sur le sujet. Moi, je vais vous dire, c'est un dévoiement de la laïcité. C'est quoi la laïcité? Déjà, c'est un outil de paix civile. C'est un outil qui est fabriqué pour faire en sorte que dans un pays qui a connu des guerres de religion, dans un pays dans lequel on a eu beaucoup de divisions sur la base de la religion, on sorte de cette logique-là. Petit 1. Et petit 2, c'est aussi un outil pour éviter que l'Église ait un pouvoir à l'intérieur de la vie politique du pays. L'Église qui avait beaucoup de pouvoir à l'époque. Donc la laïcité, c'est un objet qui sert à faire en sorte qu'on puisse vivre tous ensemble, et qu'au lieu de se regarder comme catholiques, musulmans, juifs, athées, etc., on se regarde comme citoyens français. Donc c'est un outil pour dire on est tous égaux entre nous, quelle que soit notre religion, et la religion d'une certaine manière n'est absolument pas un problème. C'est ça la laïcité, c'est un outil qui est pensé comme ça. Ok? Donc c'est défini dans la loi de 1905 qui dit l'État ne reconnaît ni ne subventionne ni ne salarie aucun culte. Ok? Salarie et subventionne, je le laisse de côté, mais ne reconnaît aucun culte. Ça veut dire que l'État n'a pas la capacité physique de savoir ce qu'est un culte. Hein? Donc, quand c'est écrit dans un bouquin, par exemple, quand il y a écrit tu portes le voile, ou tu mets ci, tu mets ça. Bon là, c'est facile, c'est écrit quelque part. Mais quand c'est une abaya, ça n'est écrit nulle part. Quand on demande aux religieux s'ils pensent que l'abaya est un vêtement religieux, ils disent non. Quand on demande aux jeunes gens qui portent l'abaya, elles disent non. Donc, comment l'État, qui est censé ne reconnaître aucun culte, d'un seul coup est capable de nous dire que si c'est un vêtement religieux finalement? Ça n'est pas possible. Et je vais vous dire, ils se sont même tapé le ridicule d'avoir l'année dernière, dans une directive, dit que ça n'était pas un vêtement religieux. Et cette année, le même gouvernement nous dit que si, finalement, c'est un vêtement religieux. Vous voyez le ridicule de leur truc, et à la fin, ce qu'ils essayent de faire, c'est encore une fois qu'on parle d'autre chose que ça. Mais au final, l'État, normalement, n'a pas à dire si oui ou non c'est un vêtement religieux. Et voilà comment certains, au nom de la laïcité, ou prétendument au nom de la laïcité, sont en réalité des faux laïcs. Parce que ce qu'ils font, c'est non pas utiliser la laïcité comme un outil de paix civile, c'est utiliser la laïcité comme un outil de guerre civile, comme un outil de division, comme un outil de fractionnement du peuple. Et pendant des plombes, on s'est tapé des débats sur des plateaux télé dans lesquels on voyait des jeunes femmes en abaya arriver au lycée. Et qu'est-ce que faisaient, si on regardait bien, ces jeunes femmes qui arrivaient en abaya au lycée? Elles enlevaient leur voile. D'accord? Elles arrivaient au lycée, elles appliquaient, je sais bien, elles enlevaient leur voile. Elles appliquaient la loi de 2004. Est-ce qu'elles étaient là pour tester la République française et je ne sais quoi? La réponse est non. Elles appliquent la loi de la République française sur la question du voile. Et on essayait de nous faire détester ces jeunes femmes en disant « Regardez, c'est elles le problème, etc. » Non, c'est pas elles le problème.
Le problème, par contre, c'est que ces jeunes femmes, elles aient bien un prof en face d'elles, à l'école. Ça, ouais, c'est un problème pour ces jeunes femmes. Le problème, c'est que ces jeunes femmes, elles aient bien un cahier, des stylos, des bouquins pour aller à l'école. Et quand les fournitures scolaires, elles aussi, subissent l'inflation, le rôle de l'État, ça devrait être de faire la gratuité de ces fournitures scolaires pour permettre à tous les gosses d'aller à l'école sans distinction en fonction du niveau de revenu des parents. Ça, c'est une politique utile pour les élèves. Et pour justement faire en sorte ensuite qu'on puisse à l'école apprendre ce que c'est que la laïcité, justement avec les mots que je viens de dire là, et pas avec les mots des plateaux CNews et compagnie. C'est ça, normalement, que devrait faire l'État français. Je me suis paumé dans mes feuilles, ce qui est assez habituel. Dernier sujet dont je voulais parler aujourd'hui. Notre pays est connu à l'étranger comme étant le pays des droits de l'homme et du citoyen. Ça devrait être une fierté, Moi, c'est ma fierté, j'en parle sans arrêt, donc vous aurez bien rebattu les oreilles avec ça. Mais est-ce que vous avez vu ce qu'ils nous font avec Lampedusa? Donc là, c'est pareil, c'est reparti. Alors, puis en plus, les médias, ils aiment bien. Hein. Dès qu'il y a de la tristesse, de la souffrance, etc., alors là, ça fait vendre dans les médias. Donc, on nous dit, à Lampedusa, c'est la catastrophe. Il y a 11 000 personnes qui viennent d'arriver sur l'île de Lampedusa et on ne sait pas quoi faire de cette situation-là. Et vous avez le concours du plus raciste qui dit il faut les renvoyer chez eux. Non, il faut les renvoyer dans l'eau avec un boulet au pied pour qu'ils se noient vraiment, qu'on en soit vraiment sûr, etc. Enfin, franchement, c'est un concours des propos les plus abjects sur la manière dont il faut traiter cette question-là. Si on commence par le début, il faut commencer par dire qui est responsable de cette situation-là. Qui est responsable du fait que des gens quittent leur pays? Ceux qui sont responsables, ce sont précisément ceux qui exploitent les ressources, et notamment les ressources minières, les matières premières de l'Afrique. Ce sont les capitalistes, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de capitalistes français, justement, qui sont des gens qui exploitent des ressources en Afrique, et notamment quelqu'un qui ensuite vient nous faire une chaîne de télé pour se plaindre de l'immigration, M. Bolloré, qui lui, en Afrique, mène une politique qui est une politique d'épuisement des sols de l'Afrique et d'utilisation d'un certain nombre de ressources. Et par exemple, en Guinée-Conakry, eh bien, M. Bolloré avait pendant très longtemps un port, et vous aurez peut-être remarqué qu'en ce moment, il y a beaucoup de Guinéens qui arrivent dans les vagues d'immigration. Donc, à chaque fois qu'on nous dit « Oh, il y a une vague d'immigration qui vient de tel endroit », regardez quel est le capitaliste qui est responsable de cette vague d'immigration. Ou regardez quelle est la puissance politique qui est en train de faire une guerre dans cet endroit, qui est responsable de la situation. Parce que c'est bien joli de foutre le bordel en Afrique, et ensuite de venir se plaindre des conséquences du bordel qu'on a soi-même foutu. Ça commence à bien faire, cette manière de faire de la politique à la petite semaine, comme le fait Emmanuel Macron et comme l'ont fait les gouvernements précédents sur le sujet. Je sais qu'il y a un débat en ce moment chez nous. Il y a un débat chez les Insoumis sur la manière dont il faut aborder les choses. Est-ce qu'il faut parler de ces sujets-là parce que ce n'est pas nos sujets, etc., etc. Quand des sujets nous arrivent sur la table, quand les médias nous envoient des sujets sur la table, quand l'extrême droite est capable d'imposer ces sujets aux médias et qu'on nous fait débattre de ces sujets-là, moi je suis d'avis qu'on les traite, qu'on y réponde, qu'on donne des réponses qui sont des réponses de notre camp politique. Et notre pays s'est construit comme ça. Notre pays s'est construit par l'immigration. Il faut être capable de raconter cette histoire-là, sinon on raconte des bobards aux gens. Et il faut rappeler aux gens qui peut-être parfois, c'est vrai, ont mis un bulletin de vote Marine Le Pen ou Éric Zemmour dans l'urne. Il faut leur dire aux gens, et vous, votre famille, elle vient d'où exactement? C'est quoi l'histoire de votre famille? Il n'y a pas des Italiens? Il n'y a pas des Portugais? Il n'y a pas des Espagnols? Il n'y a pas des Polonais? Il n'y a pas des Allemands? Il n'y a pas des Grecs? Il n'y a pas des gens qui venaient d'ailleurs et qui font aujourd'hui des bons Français comme tout le monde? Si. Moi, c'est mon histoire. Moi, c'est mon histoire. Moi, j'ai de la famille qui venait de Belgique et d'Italie. Et parce que je connais cette histoire, je sais que non, ça ne se passait pas bien, les vagues d'immigration de cette époque-là. C'était des ratonnades, c'était une violence considérable. Et aujourd'hui, quand les gens nous disent « Ah oui, mais ça se passait mieux parce qu'ils étaient chrétiens et qu'ils étaient blancs, en gros, c'est ça qu'ils nous disent. » Ils nous disent « Bah, ça nous ressemble davantage. » Mais non, c'est pas du tout le cas. Ça se passait encore plus mal. Et je crois, moi, que à la fin, ce qui nous constitue comme peuple français, ça n'est pas d'où on vient. C'est pas ça. Ça, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Ce qui nous constitue comme peuple français, c'est justement notre rapport à la République. C'est justement le fait que, étant égaux
par la nature et devant la loi, dit la Constitution de 1793. Par la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence biologique entre nous. Devant la loi, ça veut dire que, étant égaux dans notre vote, puisque le jour où vous mettez un bulletin de vote dans une urne, vous avez autant de pouvoir que Bernard Arnault, mais que vous avez aussi le devoir, comme Bernard Arnault, de respecter la loi. Vous êtes donc égaux dans votre capacité à faire la loi et dans votre devoir de respecter la loi. Eh bien, c'est ça qui nous constitue comme peuple français. Et d'ailleurs, dans la Constitution de 1793, celle de la Première République, celle qu'on célèbre aujourd'hui même avec cette fête de la République, il n'y avait même pas la notion de nationalité. À l'époque, on parlait que de citoyenneté. Il y avait la citoyenneté, c'est-à-dire que notre rapport à la patrie était constitué sur la seule base de notre rapport au pouvoir politique que nous constituons comme peuple. Et voici ce que disait cette Constitution, pour la partie qui concernait la citoyenneté. Ça disait « tout homme », parce qu'à l'époque, ça ne parlait que des hommes, et effectivement, il manquait quand même la moitié de l'humanité. Faut jamais oublier de le rappeler, parce qu'on a mis quand même plus d'un siècle avant de corriger cet énorme problème. Mais ça disait la chose suivante. « Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, point virgule. Tout étranger, déjà ça commence, il y en a qui vont faire la gueule. Tout étranger, âgé de 21 ans accompli, qui, domicilié en France depuis une année, il vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. » C'est ça la France du drapeau tricolore. C'est ça la France de la Marseillaise. C'est ça la France de la devise liberté, égalité, fraternité. Ça n'est certainement pas la France qu'essayent de nous vendre les racistes. Ça n'est certainement pas la France de ceux qui veulent supprimer le droit du sol, comme veulent faire Marine Le Pen et comme veulent faire Éric Zemmour. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on supprime le droit du sol? Eh bien, on fait la France de Pétain. On fait la France où on demande aux gens exactement qu'est-ce qu'ils ont dans leurs veines. C'est quoi exactement le nombre de Français qu'il y avait dans leurs veines? Alors il faut remonter à quelle génération? Aux parents? Aux grands-parents? Aux arrière-grands-parents? Jusqu'où on remonte? Et eux-mêmes, ils vont pas à un moment donné se retrouver dans une situation où, suivant les règles qu'ils auraient définies, ils seraient même plus français, alors qu'ils prétendent défendre la France? Bah c'est possible que si. Et nous, ce que nous disons, c'est pas très compliqué, c'est que à partir du moment où les gens sont d'accord pour dire liberté, égalité, fraternité, à partir du moment où les gens sont d'accord pour défendre le droit au bonheur, à partir du moment où les gens sont d'accord pour faire un peuple en commun et pour faire des lois communes qui, justement, visent cet objectif du droit au bonheur, ça fait des Français formidables. Et ben voilà ce qu'on dit, nous, les gens de gauche, sur l'immigration. C'est une histoire, je vous l'ai peut-être déjà, je pense qu'il y en a, je l'ai déjà raconté, puis je ne veux pas parler trop longtemps non plus. Mais c'est une histoire que j'ai déjà racontée. Le drapeau tricolore, il naît d'une grève antiraciste. C'est une histoire qui est très peu connue au grand public. Maintenant, vous, certains d'entre vous, vous la connaissez par cœur parce que je vais la raconter 3 fois. Mais pour ceux qui ne l'auraient jamais entendue, sachez-le. Le drapeau tricolore, il naît de 2 choses. Il naît d'abord de la cocarde qu'on a tous sur le col, parce que Louis XVI, le 17 juillet 1789, se rend à la mairie de Paris, qui s'est un peu révolutionné, et il reconnaît le pouvoir municipal. Et on lui remet ça en disant, c'est le bleu et le rouge, les couleurs du peuple, qui encadrent le blanc de la monarchie. Donc le premier symbole, c'est le pouvoir du peuple sur le pouvoir politique. Et vous voyez que maintenant qu'on a un roi président, c'est utile de se rappeler que normalement le peuple doit encadrer le pouvoir politique. Mais il y a une autre histoire, parce que ça c'est la forme cocarde. Mais sous la forme rectangulaire, ce drapeau vient d'une grève antiraciste. Pourquoi? Et d'ailleurs, s'il y a des Bretons qui sont dans le coin, ça vient aussi des Bretons. En Haïti, il y a des révoltes qui deviennent très puissantes à partir du moment où la Révolution française commence. Des révoltes contre l'esclavage. Parce que il y avait déjà beaucoup de gens qui s'étaient rebellés contre l'esclavage et qui étaient entrés, ce qu'on appelle en marronnage, c'est-à-dire qu'ils étaient entrés en résistance contre l'esclavage. Mais ça prend une dimension supérieure, puisque d'un seul coup, il y a maintenant des principes qui sont établis, que la France proclame aux yeux du monde en disant « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. » Donc il y a des gens qui disent « C'est sympa vos trucs, mais il faudrait peut-être les appliquer et l'esclavage n'a pas à faire partie des règles de la France. » Et donc, les révoltes prennent une dimension très importante. Et la France décide d'envoyer, la monarchie décide d'envoyer des bateaux depuis Brest pour aller réprimer les révoltes qui ont lieu en Haïti. On est en septembre 1790. Les marins, qui sont des bons patriotes, refusent de partir.
Ils disent non, nous on va pas y aller parce que les gens qui sont là-bas sont en train de se battre pour des droits que nous trouvons justes et donc on va pas partir. Pourquoi ils partent pas? Parce que c'est des Jacobins et que l'autre nom du club des Jacobins, c'est-à-dire les amis de Robespierre et compagnie, l'autre nom du club des Jacobins, c'est le club breton et qu'il se trouve qu'en Bretagne, le club breton était un petit peu puissant. Et donc ces marins refusent de partir. Et vous voyez comment c'est une grève, ils discutent, en plus ils parlent de la solde qui n'a pas été versée, etc. Ils aimeraient bien avoir les sous. Et puis au bout d'un moment, ils commencent à parler du drapeau. Parce qu'il y a un drapeau blanc sur le navire, le drapeau de la monarchie. Et le truc fait tellement de bruit que ça finit par arriver à l'Assemblée nationale. Et ce jour-là, donc là on est en octobre 1790, et ce jour-là, Mirabeau emporte l'adhésion de l'Assemblée nationale pour remplacer le drapeau blanc par le drapeau tricolore, qui à l'époque rouge, blanc, bleu et pas bleu, blanc, rouge pour la petite info. Mais Mirabeau emporte l'adhésion de l'Assemblée en disant ceci. Il faut qu'on remplace le drapeau de la gloire par la guerre par le drapeau tricolore qui sera celui de la sainte confraternité entre les peuples, qui sera connu dans le monde comme la terreur des conspirateurs et des tyrans. Je trouve la formule absolument magnifique. Mais voilà comment l'Assemblée nationale décide pour la première fois de remplacer les drapeaux blancs sur les navires par un drapeau rouge, blanc, bleu. Conclusion, à nos, enfin pas nos amis d'ailleurs, à nos adversaires fascistes, quand vous prenez le drapeau tricolore dans les mains, vous êtes en train de prendre le drapeau d'une grève antiraciste et de gens qui se sont battus contre l'esclavage. J'en finirai par un point, parce qu'il est déjà tard, je suis désolé, je parle trop longtemps. J'en finirai par un point. Au final, c'est quoi leur objectif avec tout ça? Je vous l'ai dit, c'est de nous diviser. Pourquoi? Parce que on a des objectifs politiques qui sont des objectifs de première urgence. Le problème en ce moment de tout le monde, c'est comment on va remplir le caddie et comment on va remplir le frigo. Vous avez vu qu'ils se payent le mépris, enfin le mépris pour nous, de dire que si les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, c'est parce qu'ils ne savent pas cuisiner. Ils ont dit qu'il fallait faire des cours aux enfants à l'école pour apprendre à cuisiner pour payer moins cher. Donc en gros, on va apprendre aux enfants à cuisiner l'air du frigo vide, peut-être, pour qu'à la fin ça coûte moins cher, puisqu'il n'y a que ça dans le frigo à cuisiner en ce moment. Donc peut-être que si on fait des cours de je sais pas quoi, de l'air assaisonné d'air, ou d'air assaisonné de l'intérieur du frigo avec celui de l'extérieur, enfin, vous voyez à quel point tout ça est ridicule. C'est pas les gosses qui sont responsables de la situation de pauvreté de leurs parents. C'est le gouvernement qui est responsable de la situation de pauvreté, parce que le gouvernement refuse de faire en sorte que les riches qui ont beaucoup d'argent partagent la richesse et que chacun puisse vivre dignement. Enfin, je rappelle quand même que si on était au niveau d'imposition qui existait sous Jacques Chirac, et notamment si les plus riches participaient à la hauteur à laquelle ils participaient sous Jacques Chirac, il n'y aurait actuellement pas de déficit de l'État. Pas de déficit de l'État. Et là, ils sont en train de nous dire qu'il y a du déficit, donc il va falloir faire des économies sur la santé, sur l'école, sur les services publics, etc. Donc vous voyez que c'est bien une question de choix. Mais pourquoi ils font tout ça? Parce qu'il y a des mesures qui sont disponibles. L'augmentation du SMIC à 1 600 €, le blocage des prix pour éviter que ça soit justement certains qui s'en mettent plein les poches, tandis que nous, on galère à remplir les caddies. La refonte complète de l'impôt sur le revenu pour faire en sorte que ceux qui gagnent moins de 4 000 € payent moins d'impôts et que ceux qui gagnent plus de 4 000 € payent moins d'impôts. Il y a plein de mesures qui sont à disposition. Ils n'ont qu'à ouvrir l'avenir en commun, ils trouveront plein de mesures pour répondre aux problèmes d'urgence qu'on a devant nous. Mais évidemment, ils refusent de faire ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les gens, quand on aura le bol de cette situation-là? Il faut s'engager. C'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Certains d'entre vous sont déjà des gens qui sont engagés dans la politique, dans les associations. Je remercie la PES d'être présente ici. Mais chacun d'entre nous, parfois dans les syndicats aussi, chacun d'entre nous a ici parfois des engagements. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore forcément engagés, qui n'ont pas encore fait le choix de s'engager. Moi, je vous dis, il n'y aura pas de changement, parce que c'est jamais arrivé qu'il y ait un changement qui soit octroyé. C'est jamais arrivé qu'un jour, les riches se réveillent et disent « c'est vrai quand même, on a beaucoup volé les pauvres, donc maintenant on va partager ». Vous voyez, même quand Bernard Arnault y partage, ça a un goût amer. Ça a un goût amer parce qu'il a gagné 2,8 milliards € cette année et qu'à la fin il en donne 10 millions. Et nous, c'est des chiffres, c'est compliqué, il y a trop de zéros, on n'arrive pas à voir ce que c'est que 2,8 milliards €. On arrive à voir ce que c'est que 10 millions d'euros, parce que 10 millions d'euros, c'est ce qu'on espère, nous, gagner au loto. Mais lui, il est capable de lâcher ça comme ça, et ça lui coûte absolument rien. Il aurait pu lâcher 5 millions d'euros par jour, il aurait encore plus d'argent cette année qu'il en avait l'année d'avant. Il pourrait lâcher 5 millions d'euros par jour, il aurait toujours plus d'argent cette année qu'il en avait l'année d'avant. Je le répète 2 fois parce que c'est difficile quand même de se représenter ce que c'est comme somme. Et avec 5 millions d'euros par jour donnés au Resto du Cœur,
Bah là, ouais, ça ferait une différence. Là, ouais, ils pourraient avoir quelque chose. Et puis s'ils veulent les donner à la France Insoumise, on saura aussi quoi en faire par ailleurs. Mais je doute que ce soit sa priorité. Et donc moi, je veux vous dire ça. Je veux vous dire, il faut s'engager. Il faut changer le monde par nos petites mains. Parce que ça ne sera jamais octroyé, ça ne sera jamais quelque chose qui nous sera donné. Et on a un rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est le 23 septembre. Le 23 septembre, il y a une marche à Paris, en l'occurrence, pour nous. Paris, 14h... J'ai dit quoi? Ah pardon, le 23 septembre, ce samedi, c'est vrai. Ce samedi, il y a une marche à Paris, à 14h30, place de la République, et un peu partout en France, des marches... Gare du Nord, pardon. Bon, c'est pas grave, c'est à côté, s'il y a du monde, ça passe. Je recommence. Samedi à 14h30, il y a donc une marche qui part de Gare du Nord, pour ce qui concerne Paris, et un peu partout en France, mais vous pouvez retrouver ça assez facilement sur Internet. Moi, je dis, allons-y, nombreux, nombreuses, parce que c'est une marche qui va parler de la justice, et qui va d'une certaine manière aussi parler de l'injustice, du coup, en creux. L'injustice du racisme que subissent certains, l'injustice des violences policières que subissent certains, mais aussi et surtout l'injustice que subit tout le monde parce qu'il y a des riches qui s'en mettent plein les poches et que nous, on n'arrive pas à remplir les caddies. C'est ça aussi la notion de justice que ça recoupe. Ça recoupe les notions d'égalité et de fraternité qui sont contenues dans notre devise nationale. Et moi, je vous donne un petit conseil. On a vu que au Stade de France, Emmanuel Macron n'avait pas vraiment supporté d'être sifflé. Donc je me dis, on pourrait peut-être venir avec des sifflets. Et puis peut-être avec des casseroles, parce qu'on sait qu'ils n'aimaient pas trop ça. Donc on pourrait ressortir les casseroles et les sifflets. Et je vous propose de faire une dernière chose. C'est de venir aussi avec nos symboles nationaux. De venir avec nos drapeaux français. Parce que se battre contre le racisme, se battre contre les violences policières, se battre pour la justice sociale, c'est précisément se battre pour les combats qui sont ceux de la République. Ça n'est pas un truc de gauchiste, comme je l'entends parfois. C'est au contraire un truc de patriote républicain. C'est un truc de quelqu'un qui dit « Les amis, nous avons fait une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les amis, nous avons fait une constitution républicaine. Les amis, nous avons fait la guerre à toutes les monarchies coalisées, et y compris la guerre à nos propres gouvernements, parfois, parce que dans la déclaration de 1793, il était écrit que la loi doit protéger contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Eh bien oui, il est temps, chers camarades, chers amis, que nous prenions nos drapeaux tricolores pour rappeler que nous sommes, nous, les républicains révolutionnaires, qui sont toujours prêts à se battre contre l'oppression de ceux qui gouvernent. C'est ce que nous allons faire ce 23 septembre à Paris. Vive la Révolution, vive la République et vive la France.